Voilà, Jacques Doyon nous rejoint. Merci Jacques Doyon d'accompagner votre film. Alors on va faire circuler un micro dans la salle, hein, comme vous le disait Anne-Laure en introduction. N'hésitez pas à prendre la parole. Peut-être pour commencer cette discussion, Jacques Doyon, on voit avec votre... alors je ne sais pas si on peut dire que c'est votre premier long métrage, après, en quelque sorte quand même, après l'an 1, avec GB. Et on voit d'emblée ce dont vous parliez en fait tout à l'heure cet après-midi, puisque vous étiez avec nous cet après-midi pour présenter la drôlesse. On voit d'emblée ce travail très particulier que vous avez avec vos acteurs et actrices. Voilà, une relation très particulière et assez unique dans le cinéma français. En quoi était particulier? Ce qu'on devine, alors oui, c'est vrai que j'ai lu des choses aussi, oui, c'est vrai que ça ne se voit pas peut-être immédiatement, mais en tout cas, vous travaillez ce qu'on voit après aussi dans d'autres de vos films, ce travail particulier avec les jeunes acteurs. Voilà, les jeunes acteurs et les jeunes actrices qui ne sont pas du star system, peut-être un peu de la même... il y a peut-être un peu un cousinage avec Piala parfois. Enfin, c'est ce qu'on ressent parfois. On a eu une rétro Piala l'été dernier, on a pu redécouvrir tous ces films en salle et on sent une... C'est certainement le cinéaste dont je me sens le plus proche, ouais. Avec des manières, des méthodes extrêmement différentes, mais c'est certainement celui qui m'a, de ma génération, même s'il était un peu plus âgé que moi, qui m'a le plus intéressé. Alors, il faut comprendre que je sors de L'An 01, qui est un film extraordinairement bricolé, avec même pas 3 sous, enfin avec 1 sou et demi, et que là, je suis à leur niveau, je suis un amateur, donc je travaille avec 2 garçons et 2 filles. 2 ont une petite expérience, ont travaillé sur un film, et les 2 autres n'en ont pas. Donc on est au même niveau. Il n'y a qu'avec eux que je peux travailler. Donc il n'y a pas d'effort pour travailler avec des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Moi, j'en ai aucune. Je fais un peu de montage. J'ai un premier montage tellement bricolé qu'il n'y a pas de travail vraiment avec les acteurs. Qu'il y a un type à l'image, un type au son, qu'il n'y a pas de travail du côté de la caméra non plus, ou très peu. Donc, je n'aurais pas pu tourner avec des comédiens professionnels, où j'aurais pu, mais je pense que j'aurais été très, très embarrassé, très intimidé, très mal à l'aise. Alors qu'avec ces 2 garçons et ces 2 filles, choisis aussi parce qu'ils me plaisait et que je me foutais déjà un peu du savoir-faire. Je ne cherchais pas des comédiens, je n'ai jamais cherché avant tout des comédiens, j'ai cherché avant tout des gens avec qui il me semblait que je pouvais tourner et qui étaient les garçons, les filles, les hommes et les femmes avec qui je pouvais réussir mieux le film, voilà, ou le rater le moins, je ne sais pas comment il faut dire. Donc là, dès le 2e film, qui était un vrai premier film, je travaille, et surtout ce qui est important, c'est que je m'amuse beaucoup avec eux, ça m'intéresse de manière, j'ai envie de dire, inouïe, et tout se passe très bien entre nous 5, voilà. Donc on travaille très bien. Donc ce film qui a l'air très improvisé ne l'est pas du tout, et ils ont une liberté dans leur interprétation à partir du texte qu'il leur est donné qui est magnifique. Donc c'est un des rares films que j'ai vu, j'étais obligé de voir parce qu'il fallait valider l'étalonnage. Je savais qu'ils avaient été tout à fait bien, et je savais que les plaisirs que j'avais pris avec eux, et certainement grâce à eux que j'ai pu continuer à faire des films, parce que le plaisir de travailler, de travail avec eux était formidable, mais
Mais quoi? Qu'est-ce que vous avez vu le film après oui, étalonnage? j'ai encore revu le film parce que j'essaie d'éviter toujours de voir mes films de peur d'être déçu, ce qui paraît extrêmement évident. Et puis là, les opérateurs n'étaient plus là, plus personne n'était là, c'était un siècle plus tard, donc il a fallu que je voie le film. Et j'étais très étonné, sachant qu'ils étaient tout à fait... que le film, c'est eux quatre, voilà. C'est ce que je voulais, mais il n'y a pas les moyens non plus. C'est un film très bricolé, fait en en 6 semaines, je crois, dans une seule chambre qui faisait à peine 15 mètres carrés. Donc, il y avait très peu de techniciens, mine de rien. Donc, c'est un film très, très beau marché. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que le coût de la restauration aujourd'hui, 70 000 € pour faire le film, est infiniment plus cher que le coût du film. Donc ça m'amuse un tout petit peu. Mais j'ai su, grâce à eux, avec eux, que idéalement, si je pouvais, jusqu'à la fin de ma vie, j'essaierais de faire des films tellement ce travail d'essayer de trouver la bonne musique, le bon tempo, la vraie crédibilité d'une scène, combien c'était excitant et combien ça se trouvait en travaillant, et que ce n'était pas 2-3 prises qui faisaient que que la scène était à peu près ou tout à fait convenable, enfin bon, mais qu'il fallait aller bien au-delà pour espérer avoir plus. Donc c'était déjà, dès le départ, c'est 12 prises, c'est 15 prises, c'est 17 prises, c'est 21 prises, c'est beaucoup de prises, et ces dernières prises qui sont montées, c'est jamais la 3e, c'est jamais la 5e, clairement. Voilà. Donc c'est à force de travail, avec une certitude des déplacements, de la façon de dire le texte, et avec leur fantaisie d'interprétation au-dessus de toutes les indications données, c'est à partir de là que ça pouvait arriver, ça pouvait survenir, et qu'une prise... Enfin, contre des prises satisfaisantes, il y en avait une tout à coup qui était au-delà d'eux. Et que si j'avais juste fait 5, 6, 7 prises, le film serait médiocre. Voilà. Alors peut-être quelqu'un dans la salle veut prendre la parole pour une question, une impression. Voilà, c'est la première ou le premier qui prend le micro, pour qui ça sera le plus dur, mais bon, c'est pas non plus... Alors oui. Attendez, je passe le micro pour qu'on vous entende. Bon, je pense qu'on peut m'entendre comme ça. Mais... Merci, écoutez, merci pour cette expérience cinématographique. Moi, je me lance et je vous lance avec une première question. Comment avez-vous rencontré ou réuni la bande des quatre, là? C'est compliqué si longtemps après. Le garçon Christophe était un musicien qui faisait de temps en temps un peu des apparitions dans les spectacles de Savary. La fille suédoise était une jeune fille qui essayait de devenir modèle. Rosine Villaumet, l'autre fille, avait une expérience cinématographique d'un film que je n'ai jamais vu. Et puis le garçon blanc avait fait un film avec Condroyer que je n'ai pas voulu voir, qui s'appelait La Coupe à 10 francs, qui était un film qui avait été fait une année ou 6 mois plus tôt. Mais je préférais imaginer que personne n'avait jamais tourné, voilà, un peu comme moi. Je voulais qu'on se retrouve sur des bases extrêmement saines de gens qui étaient seulement des amateurs avec
enfin, le joli sens que ce mot a. Voilà. Et ça s'est passé très vite, très bien. Et il n'y a pas eu de mise en route. C'était. On n'a pas eu le temps de toute façon, voilà. Mais on était tous des amateurs et on s'est beaucoup amusé à faire le film. Ouais, absolument. Alors, il y avait monsieur. Merci. Oui, je voulais au tout départ surtout prendre le micro pour vous remercier parce qu'on a trouvé que c'était un très très beau film. Là-bas. Donc oui, merci, c'était vraiment très beau. Et du coup, entre-temps, j'ai réfléchi à une question. Justement, on a été effectivement très frappé très impressionné par la vérité de chaque scène. C'est vrai que c'est très immersif. Enfin, on oublie presque que c'est un film. Et vous dites que vous avez obtenu ça en faisant beaucoup de prises au bout de la 20e prise, ou peut-être plus, je sais pas. Mais est-ce que les acteurs perdaient pas de la fraîcheur à force de répéter encore et encore une scène? J'ai jamais cru à cette histoire-là. J'y connais rien, moi. Voilà. La fraîcheur, c'est la paresse pour moi. Donc, la plupart des comédiens très bien payés dans tous les pays du monde, notamment en France, acceptent de faire 2 prises, 3 prises maximum, sous prétexte de fraîcheur, sous prétexte de génie aussi, parce que quand on a du génie en 2 prises, le génie est éclatant, alors qu'avec 17 prises, on fait tourner un âne et on arrive à faire qu'un âne joue à peu près correctement. Bon. Donc, cette histoire de fraîcheur est une histoire de paresse. Il y a une évidence qu'il faut que le texte soit qu'il n'y ait pas d'effort de mémorisation. Il faut que dans les déplacements, que tout était un peu comme des skieurs. Vous voyez, les skieurs, avant de commencer une descente, que ce soit du géant d'eux, ils sont en train de répéter. Il faut que tout ça soit rentré. Après, quand tout est su, les mouvements, les indications, le texte, quand tout est su, alors on peut attendre effectivement que l'interprétation puisse intervenir. Mais on ne peut pas imaginer un pianiste ou un violoniste, un musicien avec une partition qui a des chiffres et puis au bout de 2 prises, ça serait bien. Donc il faut que cette cette musique soit très bien connue et après on peut espérer, si les gens qu'on a choisis sont de bonne fantaisie, on peut espérer que quelque chose va survenir, voilà. Mais pas avant. Voilà. Mais ça, je suis un des rares à radoter là-dessus et je sais que la plupart des comédiens détestent ce discours. Mais aujourd'hui aussi, la plupart des comédiens ne connaissent pas leur texte. Donc, plus ils sont payés, moins ils connaissent leur texte. Donc, bon, là, ceux-là étaient très mal payés, donc ils connaissaient bien leur texte. Et donc c'est une méthode de travail que vous avez pu, tout au long de votre œuvre, vous accorder de façon... Je n'ai jamais lâché là-dessus, c'est une évidence. C'est une évidence de pratique, c'est-à-dire qu'au bout de 3 prises, il ne se passe rien. Au bout de 5, 6, 7 prises, ça commençait à venir. Et puis après, si on voulait espérer quelque chose, que la scène soit crédible, qu'on puisse vraiment l'entendre, la croire, qu'elle puisse vous surprendre, il fallait du travail. Enfin, et ce travail fait que, à un certain point de travail, le travail tout à coup semble disparaître. Et donc, sur ce film-là, le premier, Réaction de Truffaut par exemple, c'était qu'il n'y a pas d'improvisation, qui est une question qu'on m'a posée tout du long des films que j'ai faits. Et quand je l'ai présenté, m'a toujours dit, mais alors c'est plutôt improvisé, c'est plutôt pas improvisé. Non, c'est pas improvisé, mais c'est pas improvisé. Parce qu'on travaille beaucoup. Alors on travaille beaucoup, pas sur des mois, sur des jours, mais sur des jours, si vous laissez pas les gens, les techniciens s'emparer du film, mais si vous leur dites, voilà, ce qui compte, c'est les acteurs, et s'ils sont assez, si vous avez bien choisi, s'ils sont assez courageux, si ça les amuse aussi, alors on peut espérer, et s'ils ont le désir de faire aussi bien que ce que...
aussi bien ce qu'on peut espérer. Je ne sais pas ce qu'on espère. On ne sait pas où on va. On avance et puis on sait qu'on progresse et jusqu'où on va progresser. Et il y a des scènes où on s'est un peu arrêté à mi-chemin et des scènes où tout à coup c'est allé beaucoup plus loin. Donc c'est très difficile de savoir. Mais se dire que pour faire plaisir aux acteurs, faire plaisir à la production, faire plaisir à tout le monde, on va s'arrêter au bout de 5 prises, au bout de 6 prises, pour moi ça n'a aucun sens. C'est pas la peine de faire ce métier. Enfin, moi je n'aurais aucun plaisir à faire un travail qui serait pas fini, tout simplement. Et en même temps, la fraîcheur, le constat de la fraîcheur qui serait la fatigue est tout à fait intéressante. Parce que tout à coup, un peu comme dans les matchs de boxe, elle est partie sur le ski, on arrive à la boxe. Donc, je ne sais pas jusqu'où on va faire tout le tour des sports. Mais vous vous rendez compte que le premier round, généralement, n'est pas très intéressant, sauf s'il y a un Mike Tyson qui met tout le monde en face. Mais vous avez pensé que c'est souvent dans le 10e, 11e, 12e round, c'est plus intéressant parce que, on n'est pas loin de la fin, mais surtout, la garde commence à se baisser, la fatigue arrive et les choses arrivent. Premier round, c'est l'observation. Donc, souvent, 3 prises, c'est souvent 3 prises d'observation. Et cinéma, si on espère quelque chose des acteurs, c'est pas pour qu'ils s'observent un peu en essayant de jouer à peu près honorablement. Ça n'a aucun intérêt. Alors peut-être quelqu'un d'autre dans la salle. La fraîcheur, je vous la laisse. Je n'en veux pas. Je peux vous poser une question indiscrète. Qu'est-ce que vous pensez du cinéma d'Abdelatif Kechiche? Alors, qu'est-ce que je pense du cinéma du cinéma d'Abdelatif Kechiche. Je n'ai vu qu'un film et j'en pense du bien, voilà. Mais avec la chance qu'il a eu effectivement d'avoir un peu plus de temps que moi pour mes films et d'avoir un peu plus d'argent. Donc, mais je vois bien que lui aussi ne croit pas à la 12e prise, ni à la 3e. C'est évidemment un cinéma où les prises sont nombreuses. Enfin, je ne suis pas informé du tout, mais à voir son film, il me semblait qu'il y avait du travail avec les acteurs, qu'il y avait des prises, qu'il y avait certainement des indications données, reprises, des bonnes, des mauvaises, je ne sais pas très bien, mais en tous les cas, que le travail avec les acteurs était là. Alors que la plupart du temps, quand je vais au cinéma, c'est-à-dire jamais, je ne vois pas beaucoup ce travail-là. Vous dites à l'instant que vous n'allez jamais au cinéma, mais à ce moment-là, vous vous êtes nourri d'autres cinémas quand vous démarrez votre premier long. J'ai vu des films à 20 ans, mais aujourd'hui j'ai plus de bonheur avec la musique, avec les romans, avec les livres m'intéressent peut-être davantage. Parce que je ne suis pas au bout, et j'en suis loin d'ailleurs. Alors que le cinéma, il me semble voir une apogée dans les années 60-70 et une fantaisie que je vois moins aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que je pense du mal d'aujourd'hui. Simplement, il y a du côté de la mise en scène notamment, du côté des acteurs c'est souvent intéressant, du côté des dialogues c'est tout autant, du côté on a fait beaucoup de progrès, du côté du travail de mise en scène, je ne vois pas ces films, je ne vois pas un travail de mise en scène comme j'ai vu dans les années 60 avec Wells, avec Fellini, avec Bergman, je peux annoncer une 8aine de noms, et là je ne trouve pas du côté de la mise en scène, je parle bien de la mise en scène, là je ne vois pas de ces gens aujourd'hui qui tient à ce niveau-là. Il doit exister puisque je ne vois pas tous les films, c'est une évidence. Voilà. Donc j'ai tendance à, quand je suis un peu démoralisé par les films que je vois sur les scènes de cinéma, pas toujours, mais assez souvent, j'ai tendance à avoir un Mizoguchi tous les mois, un Wells tous les mois. Voilà, il y a quelques films qui me rassurent un petit peu, qui me donnent espoir dans le cinéma à venir.
Alors peut-être quelqu'un d'autre dans la salle, oui madame. Oui, merci. Déjà, je voudrais vous remercier pour ce film que je ne connaissais pas et que j'ai vraiment adoré. Et je voudrais vous demander, en fait, qu'est-ce qui, à l'époque, vous a donné envie de raconter cette histoire? À quel moment vous vous êtes dit, tiens, c'est ce que j'ai envie de mettre en image? Et de façon générale, qu'est-ce qui vous donne envie de faire des films et de raconter les histoires que vous racontez? Oh, ça remonte à très loin. Il y a une première étape qui est le primaire. Le primaire, c'était le jeudi pour moi, très vieille génération, pardon. Et c'était les westerns le jeudi après-midi, et c'est donc Gary Cooper au-dessus de tout le monde. John Wayne, pas grande sympathie pour John Wayne, à tort, parce que c'est un acteur tout à fait intéressant. James Stewart, etc. Donc, les westerns, il y avait 48 films dans l'année à peu près, 48 jeudis, et il y avait, malheureusement, Gary Cooper n'arrivait pas à faire 40 films dans l'année. J'ai vu tous les Gary Cooper, je pense, rien ne m'a échappé. Ensuite, au lycée, il y avait à ce moment-là, bonne éducation du cinéma, donc un ciné-club dans tous les lycées. Et dans le lycée où j'étais, plutôt élève de plus en plus médiocre, j'étais sauvé le vendredi par le ciné-club. Le ciné-club, il y avait un type très formidable qui m'a montré des films que je ne pouvais pas imaginer. Avant, je voyais des acteurs, et je voyais des acteurs vivants, des choses qui me terrifiaient, parce que je pensais qu'ils n'allaient pas s'en sortir. Et en fait, j'en sortais toujours. C'était une chance formidable pour moi, ça me permettait de passer une semaine de plus. Donc, voilà. Et tout à coup, on me montre le film de Bresson, de Mizoguchi, de Dreyer, je n'en reviens pas, et je me rends compte qu'il y a des acteurs devant, mais qu'il y a aussi un metteur en scène derrière. Voilà. Et ça m'éblouit. Mais je ne pense pas un instant que je pourrais faire ça, parce que je n'appartiens pas au bon milieu, parce que ça me paraît une vanité folle de pouvoir imaginer faire des films de cette qualité-là. Et il faudra attendre, que j'attende moi une petite dizaine d'années en faisant des petits boulots, voilà, pour commencer à faire un peu de montage, en espérant être l'assistant, enfin le monteur d'un beau metteur en scène. Puis comme j'ai eu la chance de faire de très beaux films au montage, et j'ai pu me débarrasser du montage et m'essayer tout à coup à des bricolages. Voilà. Donc ça, c'est un bricolage, ça ne coûte rien, ça coûte 10 fois, 20 fois, 30 fois moins cher qu'un film de cette époque-là. Et donc, et ce film-là est remarqué. Donc, grande surprise. Et à partir de là, je pense faire un film suivant, et puis le distributeur fait faillite, je n'ai plus d'argent, me propose un film de commande qui est le sac de billes, Truffaut qui me recommande, que je ne connais pas, qui donne mon nom à Claude Berry, et chance, ce film de commande est avec 2 enfants. Et je passe d'adolescent à enfant, et je me rends compte que le plaisir est tout aussi grand, évidemment. Donc, et le film marche plutôt bien aussi. Donc, j'ai la chance, le tort, je ne sais pas ce qu'il faut dire, de faire des films qui sont plutôt bien passés. La complication après, ça a été de revenir à des plus petits films. C'est ce qui m'intéressait davantage, alors qu'on on me vouait à une carrière de cinéaste professionnel, industriel, je ne sais pas comment dire. Enfin, je devais faire des films, je pouvais faire jeune des films qui m'auraient permis de devenir riche. Célèbre, je ne suis pas certain, et de tourner avec des acteurs tout à fait de grande notoriété. Voilà. Et j'ai voulu revenir à ces petits films qui m'adressaient davantage. Alors,
quelqu'un d'autre peut-être dans la salle. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film tellement spécial. J'ai une question en termes disons, de préparation pour le tournage. Normalement, pour les réalisateurs qui sont jeunes ou qui sont en début de carrière, on est toujours tellement coincé par toutes ces techniques et formules qu'il faut faire, par exemple, pour préparer bien pour le tournage, par souci de budget ou par souci de vision, disons, qu'il faut faire le découpage technique, le storyboard, mille et une choses, donc préparer tout pour le montage, pour le tournage. Alors je me demande si sur ce film-là vous avez suivi cette méthode-là et si votre méthode a changé parce que vous avez appris quelque chose. Non, j'avais l'avantage d'être un amateur, comme je vous disais, mais j'ai tout de suite compris qu'il fallait une vie d'écriture, de scénario, et qu'il fallait une vie de tournage. Donc, instinctivement, il m'a semblé que je devais arriver sur le tournage sans rien savoir, sans préparation aucune. Je n'avais pas l'argent de préparer, de toute façon. Sans préparation aucune, sans le moindre découpage et sans la moindre idée de ce que j'allais faire la journée. Je savais que j'allais tourner la scène 1, puis la scène 2, puis la scène 3. Donc, je savais quelle scène on allait tourner ce jour-là. Mais de quelle manière, comment, je ne voulais surtout pas le savoir. Et ça, j'ai compris tout de suite. Donc c'était une chance, je n'ai pas eu d'effort à faire. Donc parmi la trentaine de films que j'ai faits, mais pour rien au monde, je n'aurais envisagé de savoir à l'avance ce que j'allais faire. Pour rien au monde, j'aurais accepté une espèce de saloperie de storyboard. Pour rien au monde, j'aurais voulu savoir pour me rassurer ce qui allait se passer. Parce que alors on est dans l'exécution à ce moment-là. On essaie de savoir ce qu'on veut faire, parce qu'on a la trouille. Moi, je suis assez trouillard. Donc, je suis tellement trouillard que je peux me permettre d'arriver sur un tournage les mains dans les poches. Donc, c'est ce qui me paraît la bonne solution. Ce qui veut dire que sur chaque début de journée de tournage, c'est les comédiens qui sont convoqués en premier. C'est pas les techniciens, parce que je sais pas ce que je vais faire. Donc, Pierre, travailler comme ça, je l'ai compris plus tard aussi, c'est une évidence aussi, et c'est bien, il y a plein de choses qui vont relier à lui, mais ça, à l'évidence. C'est-à-dire que, voilà, il y a cette scène-là, comment je vais la tourner. Et pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure au maximum, je n'ai pas plus de temps que ça, j'essaie avec les acteurs de savoir, j'essaie de mettre en place quelque chose. Et quand cette mise en place est à peu près là, la mise en place des déplacements, donc mise en place, déplacements, et en voyant ce déplacement, comment je risque d'avoir envie de la tourner. Alors, je demande aux techniciens de venir, mais pas le contraire. Or, sur presque tous les films, on exécute. Donc les techniciens viennent, le metteur en scène sait ce qu'il va faire, mais quel emmerdement quand même. C'est qu'est-ce qu'il va foutre pendant tout le temps du tournage? Il va juste essayer de mettre en place ce qu'il a imaginé pour assurer tout le monde. C'est un paraît d'une absurdité totale. Donc, la vie de tournage n'existe pas. Ça ne veut pas dire que la plupart des gens qui tournent comme ça ne font pas des bons films. Il y a des films admirables qui sont faits comme ça. Les films d'Hitchcock, il sait tout à l'avance. Mais qu'est-ce qu'il doit s'emmerder, le pauvre? Enfin, qu'est-ce qu'il devait s'emmerder? Moi, j'ai l'avantage de rien savoir. Et je veux rien savoir. Et quand 2-3 fois j'ai voulu savoir, j'ai aperçu que mon inconscient était assez habile pour faire que je voyais 2 fenêtres, il y en avait qu'une, je voyais 30 mètres carrés et un escalier à droite, il était à gauche et ça faisait que 15 mètres carrés. Donc je ne voyais rien. Donc ça m'allait très bien. Je pense que je me débrouillais très bien pour ne rien voir à l'avance. Voilà. Donc il fallait que je sois avec les acteurs. Et puis ça avait aussi d'autres avantages. C'était que si tout à coup il y avait un extérieur et la maison était là à côté et il pleuvait des cordes, bon, ben, ce qui se passe entre ces deux-là ou ces trois-là, ça peut se passer dehors, ça peut se passer dedans, c'est pas très important le lieu. Donc je pouvais... Et la chose importante
pour pouvoir voir le film évoluer, même si les notes, les mots étaient là, même si tout était a priori en place du côté des mots, des phrases, de la scène, c'est de tourner dans la continuité, c'est-à-dire de ne pas essayer, s'il me paraissait une erreur, de se dire on fait pour la zone d'économie toutes les scènes dans ce décor-là, et puis toutes les scènes dans, parce que ça veut dire que là, on ne voit pas le film avancer. On ne peut pas s'il bouge un tout petit, on ne peut pas le rendre vivant. Mais si on fait un, et puis si on tourne la première scène, puis la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, il est évident qu'il y a des choses qui vont bouger, des choses qui vont évoluer, des acteurs qui vont s'effondrer un petit peu un jour. Est-ce qu'on les remonte le lendemain? Est-ce qu'on fait un effort pour? Voilà, on est avec le film. On voit le film être en train de se faire, et donc on le fait mieux parce qu'on le voit, on a prise sur lui. Et si on tourne dans le plus grand désordre de l'économie du cinéma, à savoir les décors les uns après les autres, on est fait comme un rat, là. On ne peut plus rien faire, on ne peut pas faire évoluer un personnage. Et si aussi vous avez un comédien ou un acteur qui vous satisfait moins, vous pouvez non pas l'éliminer, mais vous pouvez peut-être le mettre un peu plus de côté et donner des choses à dire à un autre qui tout à coup vous semble bien, tout à coup plus intéressant et que vous n'imaginiez pas aussi intéressant que ça. Donc je me suis vu sur 2-3 films rendre un personnage moins important et un autre bien plus important, mais ça c'est le fait de ne pas de tourner dans la continuité qui me permettait de le faire. C'est tellement important. Quand vous écrivez, n'écrivez pas la scène 6 et après la scène 2. Donc quand vous tournez la scène 1, puis la 2, puis la 3, puis la 4. Alors ça paraît un peu plus compliqué, mais c'est plus compliqué si vous avez beaucoup d'argent. Parce que là, il faut installer des cars à gauche, il faut tout prévoir. Il y a une intendance, une régie monstrueuse. Donc je ne sais pas si vous avez cette liberté-là. Mais l'avantage d'avoir 3 sous, de n'avoir que 3 sous, et de ne pas avoir assez d'argent pour, et pas avoir assez de temps pour, c'est qu'au moins vous avez cette liberté-là. Donc cette liberté, je l'ai toujours prise. J'ai répondu à votre question à peu près. Donc si vous faites un film, pas de petits Mickey là, oubliez les petits Mickey et tournez la chronologie et le directeur de production vous dites voilà, on va oubliez-moi et on va tourner voilà, la 1, la 2, la 3. Parce que quand j'ai écrit la 1, la 2, la 3 et j'aimerais bien voir le film vivre un peu et éventuellement avoir prise sur lui. Sinon, pas de prise sur le film. Voilà. J'ai une question pour rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est une méthode qui était complètement intuitive pour vous dès le départ, cette méthode de travail. Je vous ai mal entendu. C'était quelque chose d'intuitif dès le départ. Je me rapproche. C'était quelque chose d'intuitif dès le départ, cette méthode de travail. Oh oui, c'est-à-dire que dès le... J'ai envie de dire, dès les premiers jours de tournage, j'ai envie de dire, dès les premiers jours de tournage, je ne me souviens absolument pas, mais dès les premiers jours de tournage, il me semble que ça me plaisait tellement, ce travail, d'essayer de faire de cette scène-là, qui était écrite adroitement, maladroitement, je ne sais pas très bien, d'essayer de faire que ça vive, que ça me séduise, que je puisse y croire, que je ne voyais pas très bien comment très vite je pouvais imaginer faire autre chose dans ma vie, oui. Et puis l'idée que voilà, qu'on peut demander beaucoup, qu'il faut être exigeant, et qu'en étant exigeant, finalement ces acteurs, ces comédiens, appelez ça comme vous voulez, qui parfois ne croient pas que ce que vous demandez, ils peuvent le faire. Et finalement, presque toujours, ils y arrivent.
pour vous faire plaisir, pour se faire plaisir, puis quand ils y arrivent, il y a un consentement qui est formidable chez eux, chez moi aussi d'ailleurs, mais il y a un consentement très grand. Donc ça m'a tout de suite amusé énormément. Voilà. Je ne peux pas dire mieux, et donc il n'y avait pas de méthode de travail, si ce n'est ce que je faisais dans ce moment-là, qui, je n'ai pas l'impression d'avoir changé d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est une méthode. Oui, les gens, j'ai jamais vu quelqu'un tourner, donc je ne savais pas quand j'ai commencé comment les gens tournaient. Je n'ai jamais été intéressé par voir des gens tourner. Ce qui m'intéresse, c'est les films. C'était à quoi on arrivait. Ça m'intéressait beaucoup. Mais de quelle manière les gens y arrivaient, ça ne m'intéressait pas plus. Et d'une certaine manière, ce qui m'intéresse peut-être aujourd'hui, on s'en parle, donc on peut en parler un petit peu, mais ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez le film, mais si je n'étais pas là à dire ces banalités, vous penseriez du bien, moins de bien, enfin vous penseriez ce que vous pensez du film sans que mon intervention y soit pour quelque chose. Moi j'ai une petite question, vu que les comédiens sont au centre, enfin sont vraiment au centre de vos films. Est-ce que dans le processus de choix de ces comédiens, à quel moment ça arrive dans l'écriture, enfin est-ce que c'est après l'écriture, est-ce que c'est des processus qui sont mélangés, ou est-ce que ça vous est déjà arrivé par exemple d'écrire un film suite à la rencontre d'un de ces comédiens, ou de non-comédiens que vous aviez envie de faire? Ça peut arriver, mais plus rarement. C'est déjà arrivé, l'idée de se dire qu'avec cette femme, j'aimerais bien tourner un film. Mais ça ne vient pas tout de suite forcément. Ou bien quelqu'un que j'apprécie et qui me fait signe en me disant j'aimerais bien tourner avec vous. Donc, ça vous touche toujours un tout petit peu, quelqu'un qui a envie de tourner. Il n'y en a pas tellement qui a envie de tourner avec moi. Donc, ça fait que c'est plaisant. Par exemple, Sarah Forestier m'appelle au début des années 2000, après le film de Clichy, je pense, pour me dire j'aimerais bien faire un film avec vous. Bon, elle apprend que quelques années plus tard, 4-5 ans plus tard, je fais des essais pour, et elle m'appelle pour me dire pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Alors, faites-moi faire l'essai. Je dis oui, mais ça ne vous convient pas, c'est pas. Je crois assez en vous pour vous dire que ça, c'est pas. Il me semble que c'est pas pour vous. Elle fait l'essai, elle est très bien dans l'essai, mais ce n'est pas pour elle. C'est bon. Et puis, quelques années plus tard, j'écris quelque chose, et au 2/3 de l'écriture, je me dis, ça sera pas mal. Et même elle sera bien. Et comme c'est la seule qui m'a appelé depuis 10 ans, autant l'appeler pour dire, Sarah, là, je pense que j'ai un film pour toi. Alors, est-ce que tu peux bien le lire? Et je me dis, si elle le lit et si elle n'aime pas, le film est foutu, puisque c'est la seule qui m'a appelé. Donc, j'aurais peut-être pu trouver quelqu'un d'autre. J'aurais cherché quelqu'un d'autre, certainement. Elle dit, absolument, c'est pour moi. Donc, et l'avantage, c'est qu'elle m'amène James Siré avec, et donc je fais un film à 2 personnages chez moi, un film qui s'appelle Mes séances de lutte, qui intéresse aucun producteur, aucun distributeur, et je le bricole chez moi en 4 semaines, et on a fait très bien, en plan séquence. Il y avait 18 scènes, et on a fait 18 plans, et on a fait très vite, très bien, et c'était elle qui était le choix. Mais la plupart du temps, je n'ai pas su avec qui j'allais tourner. Parfois, ça arrive en cours d'écriture, mais c'est pas fréquent. Puis parfois, je mets en cours d'écriture, c'est des acteurs qui, lorsque je leur donne le scénario, me disent non, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, souvent, c'est le 3e, 4e, 5e choix qui fait que. Il vaut mieux pas que ce soit le 5e choix, mais parfois le 2e choix est très bien. Je me souviens d'un film que j'espérais faire avec Deneuve et Fanny Ardant. Deneuve m'a dit non, ça ne me convient pas, ça ne m'intéresse pas. Du coup, Fanny Ardant, qui était plutôt intéressée,
vrai que c'est ce couple-là qui fonctionnait. Et puis est arrivée l'idée d'un autre couple qui était Huppert et Béatrice Dalle. Et ça a fonctionné très, très, très bien. Alors, je ne sais pas si ça aurait donné Stéphane Verdon autre chose, mais c'est parfois bien d'avoir des refus, parce que les gens qui refusent, c'est peut-être qu'ils pensent profondément, à tort ou à raison, mais parfois à raison, que ce n'est pas pour eux, et qu'on va chercher d'autres personnes qui pensent qu'effectivement, on s'est égouré et qu'on a bien fait voilà, bon. Il y a des films comme ça qui sont, si vous pensez à le film avec Brando, pas avec Brando, qui était le film avec la petite Schneider, qui est le dernier tango à Paris, ce qu'avait dans la tête le metteur en scène, Trintignant. c'était Trintignant et Dominique Sanda. Quand on pense, on se dit c'est absurde. Comment il a pu avoir ce couple en tête? S'il aurait fait un film de merde. J'aime bien Sanda, j'aime bien Trintignant, mais ça n'avait pas de sens. Les deux ont refusé et il a pu prendre Brando, que personne ne veut plus tourner avec lui, et puis trouver cette petite Marie Schneider qui est formidable dans le film. Donc c'est bien que dans le temps ils nous disent non. De temps en temps, quand même, l'accumulation des noms devient un peu excessive. Je ne peux pas dire que ça m'est enchanté toujours. Une autre question, parce que j'ai vu La Drôlesse aussi tout à l'heure. Oui, La Drôlesse, je ne pouvais pas savoir avec qui j'allais tourner. Le garçon, oui. Il y a une proposition de producteur qui était de tourner avec un acteur professionnel, et je pensais que ce n'était pas pour lui, même si jamais cet acteur, je voulais quelqu'un que je ne connaissais pas, voilà, que je ne reconnaissais pas, et que les spectateurs, pardon, il faut que je boive, je suis à court. Donc l'enfant, il y avait deux personnes qui ont cherché dans toutes les écoles primaires de la Manche, de l'Orne et du Calvados. Donc, est-ce que 800, 200, 2 millions, bon. Et puis, il y a eu cet enfant. Et moi, je n'étais pas là. Donc, je n'arrivais pas à me souvenir s'il m'envoyait la photo, des photos, ou bien une vidéo. Je pense que c'est plutôt une vidéo, mais je ne suis pas certain. Quand j'ai vu l'enfant, je me suis dit, je pense que c'est elle. Donc j'ai galopé de Fort-Calquier où j'étais jusqu'à la Manche. Je l'ai vue et je me suis dit, c'est elle. Enfin, mais j'ai pas eu besoin de faire d'essai pour ça, parce que en la voyant, il me semblait que c'était elle. Donc je lui ai dit, on peut parler, on s'est un peu parlé. Et puis après, si on a fait un essai, je ne suis même pas sûr. Après, il fallait qu'il ait le désir de faire le film, que ça nous assez, que bien entendu, on ne va pas contraindre quelqu'un qui n'a pas envie de le faire, parce que sinon ça va se passer très mal. Mais j'ai eu ça aussi quelques fois. Par exemple, l'enfant du sac de billes, le plus petit, je l'ai trouvé, et j'ai appelé le producteur immédiatement, Berry, pour lui dire, j'ai l'enfant. Il m'a dit, mais tu n'as même pas fait d'essai. Je dis, mais je n'ai pas besoin de faire un essai. Je vais te faire un essai pour te faire l'essai, mais c'est lui. J'ai fait l'essai, il était pas bien, évidemment, et c'était lui. Donc, de temps en temps, on sait, voilà. Mais il ne faut pas être dans le... Si on est entre deux, entre trois, c'est qu'on n'a pas, voilà. Il faut tout à coup se dire, c'est lui, c'est elle. Voilà. À partir du moment où on se le dit, même si ce n'est pas tout à fait lui, pas tout à fait elle, le fait qu'on porte notre foi sur cette personne-là fait que tout à coup, on la met à la place qu'on espère, et ça fonctionne. Et dernière question, c'était par rapport à justement cette jeune fille que j'ai trouvée incroyable. Et donc c'est un texte elle avait appris son texte. Oui, bien sûr. Oui. D'accord. C'est toujours écrit. Okay. Heureusement, parce que moi, ça m'amuse beaucoup d'écrire. Donc,
c'est des dialogues. Je ne sais pas écrire autre chose que les dialogues, mais oui, que ça. Alors parfois, on les fait bouger un petit peu. Par exemple, pour la drôlesse, j'ai le sentiment qu'il y a eu quasiment pas de changement. J'ai le sentiment qu'il n'y en ait aucun. Il y en a eu certainement quelques-uns. Parfois, on les fait bouger un peu parce que pour que l'enfant, la personne, l'acteur, le comédien, aille bien, aille mieux, il faut lui donner aussi des mots qui ne soient pas étrangers, des expressions qui ne soient pas compliquées à formuler. Donc on a tout intérêt à essayer de trouver un équivalent qui lui convienne beaucoup, beaucoup mieux. Je vois ça qu'on n'ait pas le sentiment que ça fasse du mal au dialogue, au film, je ne sais pas comment dire, oui. Mais oui, il y a toujours un travail d'adaptation qui est petit, qui est grand, selon chaque personnage, selon chaque personne. C'est moins vrai avec des professionnels qui sont là, a priori, pour tout dire, mais c'est vrai aussi avec eux, oui, bien sûr. Bonsoir. Justement, par rapport aux comédiens, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir une façon ou une méthode pour les diriger, ou du moins pour leur parler, ou est-ce que c'est expérimental à chaque fois en fonction des acteurs? J'étais un grand bec quand j'étais petit, donc je pense que quand je leur parle, je crains de les assommer d'indications. L'avantage de faire pas mal de prises, c'est que les mauvaises indications, on s'en rend assez vite compte et on s'en débarrasse. Donc, ne reste que des moins mauvaises, voilà. Il n'y a pas de méthode, en ce qui me concerne, j'ai jamais lu une méthode, c'est une méthode par vos acteurs, non, c'est une méthode pour vous parler à vous. Je veux bien me leur donner à moi, parce que je vais partir, je ne sais où, là. Donc, j'ai tout de suite le sentiment que ça se passe entre nous et que ça regardait personne. Enfin, je sais pas, ça va regarder les spectateurs peut-être plus tard, mais il faut chercher, il faut se tromper. Il ne faut pas avoir peur de se tromper, il ne faut pas avoir peur de les envoyer sur... on est au milieu de la jungle, on a nos machettes à la main, c'est la nuit, on n'a même pas de lunettes, et on sait qu'il y a une clairière, et que la clairière, au petit matin, on va finir par la voir si on ne ouvre pas le chemin. Donc il faut y arriver, voilà. Donc il faut chercher un peu, mais non, absence de méthode, beaucoup trop d'indications données, mais en même temps, il faut en donner aussi, parce qu'une scène, c'est aussi, par exemple, sur le tempo, il y a des changements si on regarde toute la scène sur le même tempo, on ne va pas être juste, on ne va pas y arriver. Donc, la scène, au fur et à mesure que vous la travaillez, vous vous rendez compte que là, ce silence, il est trop court, qu'il faut l'allonger. Vous vous rendez compte que ce chuchotement est trop fort et qu'il faut revenir donc c'est au fur et à mesure que vous êtes la tête dans le moteur là, et voilà, et vous déplacez des pièces et ça se fait naturellement, parce qu'à chaque fois que vous tournez une prise, vous ne refaites jamais une prise, vous faites une prise nouvelle à chaque fois, avec bien entendu l'expérience de toutes les prises que vous avez faites, mais vous avancez. Alors tant que vous avez le sentiment d'avancer, il n'y a pas raison de s'arrêter, sauf si tout à coup vous avez une prise tout à fait admirable, vertigineuse, qui vous prend, qui vous saisit d'émotion. Mais tant qu'on n'est pas là, il faut continuer, et ça veut dire que tant qu'on n'est pas là, et puis aussi, j'ai eu tendance à faire des prises de plus en plus longues, donc c'est aussi assez pratique. C'est un peu comme ce que je vous disais à propos de commencer par la 1, par la 2, par la 3. Si vous découpez beaucoup, vous êtes... ça va se passer un peu au montage.
le film. Si vous tournez dans la continuité, et si la plupart du temps la scène entière est tournée dans sa totalité, vous voyez mieux comment ça fonctionne bien de temps en temps et comment, là où sont les points de faiblesse. Donc vous voyez mieux là où il faut intervenir. Donc ça paraît plus compliqué, mais au contraire, c'est beaucoup plus facile. Non, ça m'a... C'est extrêmement amusant. Allez-y, je vous en prie, à moins que vous ayez déjà fait des films, mais allez-y, parce que c'est plus amusant, c'est difficile. Alors peut-être une dernière question. Vous ne voulez pas me poser une dernière question? Non. Non, mais... Ah, voilà. Ah, c'est gentil. Deux. Non, c'est parce que vous parliez de vos choix d'acteurs ou d'actrices en disant c'est lui, c'est elle. Il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué chez vous, et pourquoi parfois c'était vous, l'acteur principal de votre film, ah non, et même souvent. Ça arrive deux fois, ça m'amuse, ça me fait tousser. Ça arrive deux fois, mais c'est deux fois d'accident. Une fois, l'acteur choisi était une erreur grossière. Donc, quel crétin j'étais, et après une semaine, je me suis aperçu qu'il fallait s'arrêter. Donc, et à partir de là, j'ai passé le week-end à appeler les Dutron, les Souchon, et puis c'est toujours compliqué. Quand on n'a pas d'argent, et quand en plus vous appelez quelqu'un pour remplacer quelqu'un d'autre, ça coince pas mal. Voilà. Donc, le dimanche soir, c'était ou bien arrêter le film, ou bien le continuer de façon abracabandesque, comme disait notre cher président. Et là, le coproducteur du film m'a dit, mais j'ai vu un type, quelquefois, ça c'est le deuxième film, j'ai vu un type qui n'était pas si mal, on a dit beaucoup de mal, mais je trouve pas, et puis il n'était pas si mal que ça. Moi, évidemment, donc, comme un crétin, effectivement, entre deux mots, à savoir arrêter le film, horreur, et puis le poursuivre. Oui, on poursuit. Et la première fois, c'était aussi un accident. À dire vrai, j'ai jamais eu d'accident avec les enfants. C'est toujours passé admirablement. Avec les mecs, c'était plus compliqué. Pas toujours, mais quelquefois. Avec les femmes, rarement. Une fois peut-être, mais pas plus que ça. Donc les femmes et les enfants, d'abord. Je crois qu'il y a quelqu'un qui... Ouais. Et puis on va terminer avec vous, et après on pourra se retrouver pour boire un verre. Mais aussi les enfants, parce que les hommes, c'est pas de leur faute, mais on leur a appris, ça c'est un peu arrangé, mais pas tant que ça, on leur a appris à ne pas montrer plus que ça leurs sentiments, leurs émotions. Alors, ils sont a priori pas faits pour la comédie. Donc, ils y arrivent tant bien que mal, et parfois certains y arrivent plutôt très bien, mais beaucoup ont beaucoup de mal à exprimer les émotions, et se leur demande tout à coup d'exprimer assez fort une émotion qui paraît une évidence pour moi. J'ai entendu un tas de fois, mais c'est un truc de fille, c'est un truc d'hystérie, c'est un truc de... moi, je ne peux pas le faire. Alors, c'est plus compliqué avec eux. Avec les femmes, non, elles ont un peu plus d'habitude, on ne les a pas brimées dans leur éducation d'enfants, et donc c'est plus naturellement des comédiennes. Et avec les enfants, qui sont des joueurs, qui passent la moitié de leur vie à jouer, ou le tiers, ou le quart, selon... pour eux, c'est des joueurs professionnels, c'est les vrais acteurs. Les vrais acteurs, ce sont eux, c'est eux qui jouent. Un adulte de 40 ans qui fait ce métier-là, c'est pas un joueur. Donc c'est un voyou qui prétend qu'il peut jouer alors qu'il ne sait pas jouer, voilà, qu'il ne sait plus jouer depuis très longtemps. Avec les enfants, c'est d'une facilité formidable. Donc la complication pour certains cinéastes, un peu moins maintenant, heureusement, à tourner les enfants, pour moi, est incompréhensible. Parce que c'est tellement plus facile. Pardon. Bonsoir. Bonsoir. Ici. Alors,
Merci pour ce très beau film. Merci. C'était vraiment génial. Pour faire mes aveux complets, je ne vous connaissais pas il y a 4 heures. Et c'était vraiment excellent. Voilà. Je vais en voir d'autres. On est amis maintenant. On va boire en sortant du vin rouge avec des petits gâteaux secs. Alors, je vais peut-être plus vous ennuyer avec ma question. Je voulais savoir, par rapport à vos méthodes de réalisation, relativement improvisées, si j'ai bien compris, je voulais savoir comment ça se passait avec les techniciens. Comment vous arriviez un peu à rester chef? Non, enfin c'est improvisé, c'est-à-dire que moi j'improvise, mais ni les comédiens ni les techniciens n'improvisent. Voilà. Moi je me permets le luxe d'essayer de trouver la voix, et donc la voix du film, la voix de tout le monde. Et parfois un acteur peut vous donner peut vous suggérer effectivement la bonne voie à prendre, évidemment. Technicien, c'est plus simple, je leur demande des choses, mais comme c'est souvent assez compliqué, ce que je demande, ça les amuse beaucoup, donc ils sont sur le plaisir de se dire ce que je vais y arriver ou non, peut-être un peu comme les acteurs d'ailleurs. Donc c'est toujours des techniciens plaisants, une fois, non, mais une fois sur 30 films, je veux dire, et un technicien, c'est assez peu. Non, il y a des choses que je demande, c'est-à-dire que ça me vient assez vite, bien mal, c'est pas très bien, mais la façon dont on doit filmer la scène. Donc je ne me suis jamais retourné vers un technicien pour dire, à titre d'image par exemple, pour dire, à ton avis, comment il faut filmer ça, ou est-ce que tu ne crois pas que non? C'est, voilà, on va faire comme ceci et comme cela, et ça se faisait comme ceci et comme cela. Et si je changeais après 2 prises ou 3 prises, c'est moi qui changeais, c'était pas le technicien. Donc ils ont un travail très dur à faire, c'est pas la peine de leur demander plus, et puis moi je n'avais pas à leur demander plus, puisqu'il me semblait que ça devait se faire comme ceci. Donc j'avais pas... non, c'est pas une question qui m'embarrasse du tout, et ça ne les a pas embarrassés jamais. Il y a des techniciens qui aiment bien se sentir un peu plus créateurs et vouloir tout à coup... Mais comme je ne leur laisse pas cette liberté-là, ils ne cherchent pas à me bousculer pour essayer de faire un peu autrement, voilà. Et puis ils se rendent compte qu'ils ont affaire à un type soit têtu, soit qui sait absolument ce qu'il veut, donc ils ne cherchent pas à me contrarier parce qu'ils sont charmants. Jacques Doyon, merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous propose de se retrouver de façon plus informelle, comme ça là-haut, pour boire un verre et manger quoi? Des gâteaux secs? Il n'y a pas de gâteaux secs, je crois, il y a d'autres choses. Et oui, et donc la rétrospective Jacques Doyon, avec les 4 films restaurés, sort en salle aujourd'hui à Paris au Reflet Médicis, un peu au Grand Action, un peu au MK de Beaubourg, et je crois que vous êtes demain soir, bon voilà, on peut dire, hein, au MK de Beaubourg pour quel film, j'ai oublié? La vie de famille. La vie de famille. La vie de famille, voilà.